Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pile à lire, ça fait longtemps que je n'en avais pas faite, et comme cette année je ne participe pas au Pumpkin Autumn Challenge organisé par le Terrier de Guimauve, je vous mets mes raisons juste ici dans un vlog, je l'ai expliqué assez longuement donc vous pourrez aller voir. Nous sommes le 21 septembre aujourd'hui, donc demain c'est l'automne, et j'avais envie de me faire une petite sélection diverses et variées. Je vais faire plusieurs catégories. La première, ça va être les romans de la rentrée littéraire que je n'ai pas encore lus, que j'ai sur ma liseuse. Je me suis procuré une grosse partie de romans de la rentrée littéraire en numérique, et du coup j'en ai encore quelques-uns à lire que j'aimerais bien découvrir, parce que je sais que si je ne les lis pas maintenant, il y a de fortes chances que je ne les lise pas à un autre moment dans l'année, donc il faudrait que je les lise rapidement. En premier, il y a Les larmes rouges sur la façade de Navid Sinaki. Je crois qu'il est question d'homosexualité dans un pays du Moyen-Orient. Voilà, on va suivre deux hommes qui sont amis depuis l'enfance et qui sont homosexuels, sauf qu'ils vivent en Iran, et l'Iran est un pays qui condamne encore l'homosexualité. Un jour, un des deux va être vu en public avec un homme, donc il va être emmené à l'hôpital, enfin en tout cas il va être inquiété par la police, et je pense qu'il va y avoir des violences qui vont l'emmener à l'hôpital. Une fois sorti de l'hôpital, un des deux se décide de se faire passer pour une femme pour pouvoir vivre ensemble, sauf qu'au final, l'autre disparaît. Ça va être une course-poursuite à travers l'Iran secret, l'Iran homosexuel, pour que ces deux hommes puissent vivre leur amour. C'est publié dans la maison d'édition Le Bruit du Monde et c'est traduit par Sarah Gursel. Celui-là me donne très envie depuis le début, je pense qu'il va être lu, c'est même probablement sûr qu'il sera lu. Dans les autres romans de la rentrée littéraire que j'ai très envie de lire, il y a Cabane de Abel Quentin. J'avais adoré son premier roman qui était Le Voyant des Tempes, qui parlait un peu de wokisme, de choses qu'on peut dire, que l'on ne peut pas dire en fonction de si l'on est un homme blanc ou une personne de couleur. Enfin voilà, c'était une réflexion hyper intéressante sur tout ça. Et là, son nouveau roman est sur un tout autre sujet. On va suivre un groupe de 4 scientifiques dans les années 70 qui travaillent chez IBM et qui font une recherche sur la fin du monde. Et ils se rendent compte que si la croissance démographique et la production continuent d'évoluer comme elle évolue à l'heure actuelle, d'ici le 21e siècle, la planète explosera, ou en tout cas ce sera la fin du monde, il n'y aura plus assez de ressources sur Terre, on ne pourra plus vivre sur la planète. Et donc on va suivre ce groupe de scientifiques à travers les décennies de 1973 jusque dans les années 2020 et voir comment chacun réagit à cette recherche qu'ils ont faite, en tout cas à cette trouvaille, cette étude qu'ils ont menée. Certains vont vouloir alerter l'opinion publique, d'autres vont peut-être plutôt se cacher, je sais pas trop. Enfin voilà, ça va être vraiment le point de vue de ces différentes personnes, je crois qu'ils sont 4 ou 5, sur cette possible fin du monde qu'ils ont découvert grâce à leur étude menée dans les années 70. Je sais pas si c'est basé sur de faits réels. J'ai écouté le podcast, mais je me rappelle plus. Il a été invité dans le podcast Etc. de Lilia Assaïn sur France Inter, enfin sur l'émission d'ailleurs, mais qui est disponible en podcast. C'était intéressant, mais je crois avoir entendu que c'était une histoire vraie, mais je ne suis plus sûr. Dans les lectures de la rentrée littéraire, il y a également Les Francs-Tireuses de Emmanuel Hutin, qui me donne très envie. C'est une histoire vraie, là encore, c'est une biographie de 2 femmes lesbiennes qui ont vécu sur l'île de Jersey pendant l'occupation allemande. L'île de Jersey qui est un territoire... Je sais jamais si c'est Jersey ou Guernesey qui est britannique. Je crois qu'il y en a une qui est française et l'autre britannique, mais je ne sais plus. En tout cas, elles ont vécu, ce sont 2 femmes lesbiennes, artistes, poètes, enfin multifacettes, voilà, vraiment des artistes qui touchent à tout, qui vivaient sur cette île durant l'occupation et qui ont mené une résistance un peu silencieuse. J'ai l'impression qu'elles distribuaient des bouts de papier avec des phrases de poèmes, etc. Je sais pas quoi. Après, elles sont venues habiter, une fois la libération faite, elles sont revenues vivre à Paris et elles sont devenues des artistes très connus de l'avant-garde parisienne. Mais bref, je ne connaissais ni leur histoire, ni ce qu'elles ont fait, donc j'ai très envie de le découvrir, et c'est disponible aux éditions Anne Carrière. Ces 2 artistes s'appellent Claude Cahin et Suzanne Malherbe, peut-être que vous les connaissez, en tout cas moi je ne les connaissais pas. Et je crois que j'ai d'autres titres de la rentrée littéraire, mais c'est des titres que je me suis procuré, mais que je n'ai pas vraiment une envie folle et irrépressible de lire à l'heure actuelle, donc je ne vous en parle pas dans cette pile à lire. On va passer aux livres physiques, car j'ai également beaucoup de livres de ma palle qui me font très envie. En premier lieu, j'aimerais continuer de découvrir La Plume de Mishima avec le Pavillon d'Or. J'ai ça ou la trilogie ou tétralogie de La Mère de Fertilité, je ne sais plus, mais je vais peut-être commencer par le Pavillon d'Or plutôt que par une saga. Je crois que le bouquin résume l'histoire de l'homme qui a incendié le Pavillon d'Or. Le Pavillon d'Or, c'est le monument que l'on voit ici, qui est un monument très connu au Japon, qui a été brûlé par un jeune homme, je ne sais plus en quelle année, et en gros, Mishima raconte la vie de cet homme et comment il en est venu jusqu'à détruire ce Pavillon d'Or. Je sais que le Pavillon d'Or a été en fait reconstruit à l'identique de ce qu'il était avant la destruction, et que pour les Japonais, en gros, c'est pas vraiment
C'est pas très important le fait que ce ne soit plus le pavillon d'or d'origine, puisque c'est le pavillon d'or reconstruit. J'ai l'impression que cette notion de beauté transcende un peu la notion d'histoire et de symbole historique. Je ne sais pas si c'est ce dont il va être question dans le bouquin, si vraiment on se concentre juste sur cet homme qui l'a brûlé et son histoire, parce que je crois qu'on le suit de son enfance jusqu'à l'acte de l'incendie. Mais à mon avis, ça va questionner quand même ce genre de truc, un peu la notion de beauté, ce bâtiment qui est quand même hyper connu et symbolique dans l'imaginaire collectif quand on pense au Japon. Et j'ai toujours envie de découvrir Yukio Mishima, donc c'est très bien comme ça. Ensuite, tiens, ça se suit, c'est un autre japonais que j'ai envie de reprendre ma lecture parce que je l'ai beaucoup lu à une certaine période de ma vie et depuis je n'arrive pas vraiment à me remettre dedans. J'ai envie de lire La Balade de l'impossible. Ce n'est pas le premier roman de Murakami, c'est ce que j'avais dit quand je l'ai reçu et on m'a grondé. Donc c'est un roman de Murakami. Je pensais que c'était le premier mais non. Un roman sur des amours de lycéens car dans un avion, Watanabe se rappelle de son amour de lycée Naoko, qui était tenté comme lui par le suicide de leur ami Kizuki. Puis après, il rencontre une jeune fille, Midori, qui combat ses démons en affrontant la vie. Je crois qu'il va être question de, pas de triangle amoureux, mais voilà, de ses amours de lycée. Ça va être probablement un peu perché, un peu méta, on est dans du Murakami. C'est, je crois, alors si ce n'est pas son premier roman, je pense que c'est celui qui a eu le plus de succès. J'en sais rien en fait. Mais bref, c'est un roman qu'on recommande souvent quand on parle de Murakami. Donc j'ai envie de le lire. Je sais que c'est le roman préféré de Eddie, qui regarde peut-être cette vidéo. Donc voilà. Vu que Eddie et moi, on n'a pas vraiment les mêmes goûts, quand j'aime quelque chose, il aime bien le démonter. J'espère que je vais détester La Balade de l'impossible et comme c'est son roman préféré, pouvoir lui dire qu'il a des goûts de merde. Ensuite, cet été, je ne sais pas pourquoi, j'ai été obsédé par la chanson de Zorba de Dalida. Allez savoir pourquoi. Et je n'ai jamais vu le film Alexis Zorba, car c'est un film qui est connu, je ne sais plus de quelle année il date, mais j'ai envie de découvrir l'histoire de Zorba. Et donc ce roman, qui est un roman traduit du grec par René Boucher aux éditions Babel, c'est Nikos Kazantzakis qui l'a écrit. C'est un roman assez connu dans la littérature grecque. Il a été écrit durant la Seconde Guerre mondiale, entre 41 et 43. C'est une œuvre emblématique. Qui embrasse tous les genres, romans, essais philosophiques, théâtre, poésie. Voilà, ça j'aime bien un peu, ce genre d'œuvre protéiforme qui brosse tout. Le côté un peu essai philosophique me fait peur. On va s'y frotter, qui s'y frotte s'y pique, on verra bien. Apparemment c'est très éloigné du film car c'est bien précisé, loin de sa version folklorique popularisée par le film. On va suivre deux hommes, un homme qui quitte, je pense, Athènes, en tout cas c'est un jeune intellectuel, inquiet, réservé, qui s'apprête à embarquer pour la Crète, et qui rencontre Alexis Zorba sur le port du Pirée. Et lui, Zorba, à l'inverse du narrateur, je ne sais même pas comment il s'appelle, il n'y a pas son nom, à l'inverse du narrateur, est une âme exubérante, chaleureuse, qui aime boire, manger, danser, rire et faire l'amour. Donc on va suivre ces deux hommes qui vont probablement embarquer ensemble pour la Crète, et qui vont découvrir la folie de vivre et redessiner leur ligne d'existence. Ça, en vrai, ça me tente un peu ce côté redécouvrir la vie, vous voyez. Le plot, le truc qu'on voit dans pas mal de feel good, genre le nouveau départ, l'ailleurs, la personne qui vous fait réouvrir les yeux après une période trouble ou quoi. Mais comme là on est quand même dans un bouquin écrit en 41-43, que c'est considéré comme une œuvre majeure de la littérature grecque, c'est peut-être un feel good intelligent, ou en tout cas un truc qui reprend les tropes du feel good. Enfin non, c'est plutôt les feel good qui reprennent les tropes de Zorba, mais j'en sais rien, j'ai pas lu le livre, mais c'est cette vibe que ça me donne, quoi. Et j'ai envie de prendre un nouveau départ dans ma vie à l'heure actuelle. Ensuite, un autre roman qui me fait très envie et que l'on m'a offert pour mon anniversaire. Je l'avais repéré depuis un bon moment, tout autant que l'autrice d'ailleurs, que j'ai très envie de découvrir depuis X temps. Et c'est Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, publié chez 10-18. Joyce Maynard, j'ai jamais lu. J'avais un de ses livres, mais c'était une biographie de je sais plus qui qu'elle avait écrite, et ça m'intéressait pas de lire une biographie, j'avais envie de lire de la fiction. Donc du coup, je suis très content d'avoir celui-ci. On va suivre une femme, Eleanor, qui est une jeune artiste à succès, qui habite dans le New Hampshire, donc dans un état assez rural, je pense, enfin dans un coin assez rural du New Hampshire aux États-Unis, et qui va rencontrer Cam, le séduisant Cam, qui lui ouvre un nouvel univers animé, puisque tous les deux, ils vont avoir 3 enfants, Allison, Ursula et Toby. Chacun qualifié d'un adjectif, la secrète Allison, l'optimiste Ursula et le doux Toby. Tout va bien pour le meilleur du monde, tout le monde est heureux, tout le monde est content, même si le couple vieillit et que la passion n'est plus aussi forte qu'au début entre Cam et Eleanor, les deux parents. Ils arrivent à vivre bon gré mal gré au cœur de cette vie familiale dans la nature, jusqu'au jour où survient
un terrible accident. Point de suspension. À mon avis, ça va être déchirant. Qui va mourir? Les enfants, le père, les 3, les 4, je sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce roman. Je sais juste que voilà, c'est une famille qui va connaître un accident. Je sais même pas si on sait l'accident dès le début du bouquin ou si ça arrive en milieu de livre ou quoi. Aucune idée. J'ai envie de découvrir. Je l'avais offerte à la mère de Elena, mon amie Elena, parce que elle m'avait donné le matelas quand j'ai eu les punaises de lit, donc du coup je lui avais offert ce livre en cadeau parce que je sais qu'elle est lectrice et qu'elle aime bien lire, et donc elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait adoré et qu'elle avait acheté d'autres livres de Joyce Maynard depuis, qu'elle avait aussi beaucoup aimé, donc elle ne connaissait pas l'autrice elle en plus, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens ça peut plaire à Véro, car c'est Véro, et ça lui a plu, donc j'ai très envie de découvrir et pouvoir en discuter avec elle. Une autrice que j'ai vue passer également un peu partout et dont on me dit du bien, et surtout, mon ami Christophe du compte Instagram Sur la route des livres l'a lu pendant ses vacances et l'a beaucoup aimé. C'est Nancy, non pas du tout, Sarah Waters, j'allais dire Nancy Houston, mais c'est parce que c'est aussi une autrice que je veux lire, Nancy Houston. Et j'ai envie de lire ces grandes autrices américaines. Quoique Sarah Waters, je sais pas si elle est américaine. Non, elle est britannique. Mais bref, Nancy Houston, Ligne de faille, c'est un bouquin qui me donne envie aussi. Je ne l'ai pas en ma possession, mais j'aimerais bien le lire. Ronde de nuit, c'est un roman choral qui raconte l'histoire de 3 femmes et un homme, Kay, Hélène, Viv et Duncan. Certains sont homosexuels, en tout cas c'est sûr que Hélène l'est et que Julia l'est également parce qu'elles sont en couple, donc ce sont 2 femmes lesbiennes. C'est un roman qui se passe pendant le Blitzkrieg, pendant la guerre éclair, donc 41-42 je pense, aussi en Grande-Bretagne, à Londres. Tous ces personnages ont connu le Blitzkrieg et on les retrouve en 47 dans le Londres qui est en train de se reconstruire. Et apparemment, ça va pas trop bien dans leur life, quoi. Ils ont tous des petites merdes, ils sont pas en forme, ils sont pas très contents. Et je pense qu'on va alterner entre le Londres de 1947 et le Londres de 1941-42, le Londres sous les bombes, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnages. J'adore les romans chorales, j'espère que c'en est un. Je vois pas d'alternance de point de vue, en fait. Peut-être qu'ils sont tous les 4 ensemble à chaque fois et qu'on va... Non, c'est peut-être pas un roman choral. En tout cas, c'est un roman dans lequel on va suivre 4 personnages. Et ça me donne très envie, même si je suis pas particulièrement fan des romans de la Seconde Guerre mondiale. Là, ça se passe à Londres, donc ça peut peut-être un peu plus me plaire. Comme j'ai lu... c'est un jeu, c'est de réussir à dire le titre en entier. Traverser la nuit noire dans une piscine peinte en clair, ou un truc comme ça. Enfin bref, j'ai lu le premier texte de Cookie Muller. Ah bah attendez, il doit être écrit là. Traversé en eau claire dans une piscine peinte en noir, et que je l'ai adoré, qui avait été publié chez Finitude en 2017 et plus récemment en poche chez 10-18. Je vais lire comme une version arty de La Réunion de couture de Cookie Muller toujours aux éditions Finitude, qui est je crois le même principe que le précédent, des courts chapitres de quelques pages sur la vie de Cookie Muller et sur des époques de sa vie, sur des passages de sa vie. Je vois que là, il y en a un sur une femme que je ne connais pas, percée dans le showbiz à Baltimore, la maison ne fait pas crédit. Il y a même des dates à chaque fois. Oui, il y a la date de où est-ce qu'elle a écrit le texte et à quelle année. Divine, il y a un chapitre sur la drag queen Divine, enfin ouais, c'est typiquement le genre de choses que j'aime. Ça se passe entre les années 60, les années 80, le milieu underground. Je vous ai parlé de traverser en eau claire dans une piscine peinte en noir il y a pas longtemps, je vous en ai largement vanté les mérites. Pour moi, c'est de la littérature qui est semblable à celle de Patti Smith et qui me fait vivre les mêmes sensations. Une déesse, ça sait tout faire, ça sait écrire, conteuse géniale, elle nous a laissé en guise d'évangile une poignée de textes touchants et décalés. Plus que de simples souvenirs, ces récits sont avant tout de beaux morceaux de littérature, au style vivant et impeccable. Elle écrivait comme elle a vécu, avec une liberté et une insouciance qui sont la marque d'une époque révolue, celle de la génération fauchée par le sida. Comment voulez-vous que je n'ai pas envie de me jeter sur ce bouquin? Et enfin cet automne, j'aimerais enfin découvrir Mathieu Riboulet. En gros, il y a plus d'1 an de ça, un ami libraire jeunesse, mais qui ne lit pas que de la jeunesse, m'a recommandé de lire Mathieu Riboulet. Il m'a même prêté 2 de ses ouvrages qui sont largement post-ités. Je pense que c'est ses ouvrages préférés de Mathieu Riboulet pour que je le découvre. Figurez-vous que ces bouquins sont dans mon étagère depuis plus d'1 an. Et que je l'ai croisé hier, cet ami, et il m'a dit « Mais au fait, qu'est-ce que t'as pensé de Riboulet ?» J'étais en mode « J'ai toujours pas lu, je vais te les rendre. » Il me dit « Ben non, mais avant de me les rendre, lis-les. » Donc j'ai soit Lisière du corps, qui est un très court texte de 60 pages. En vrai, j'aurais pu me forcer et le lire.
Ce sont 6 portraits, 6 apparitions, 6 vacillements au bord des êtres, 6 disparitions et le secours des mots. Je crois que c'est des très courts textes avec des hommes. J'ai oublié de préciser, Mathieu Riboulet est un auteur homosexuel, donc ça va forcément des textes, à mon avis, qui vont parler d'homosexualité. Et je crois que c'est aussi un auteur très engagé dans la gauche. La vraie gauche. La gauche à gauche. Et sinon, j'ai un essai qui s'appelle « Entre les deux, il n'y a rien » et qui parle de mai 68, je crois. À Paris, à Rome, à Berlin, les mouvements de contestation nés dans le sillage des manifestations étudiantes de 68 se posent tous peu à peu, la même question, le recours à la lutte armée et le passage à la clandestinité. Et je crois qu'il va être mention d'oppression homosexuelle dans les mouvements contestataires des années 70. Ou en tout cas, peut-être d'une homophobie latente parmi cette gauche un peu révolutionnaire des années 70. Je vous raconte peut-être de la merde. Mais en tout cas, il faut que je découvre Riboulet. En plus, même cet essai-là, il est pas bien gros, il fait moins de 100... non, il fait 130 pages. Donc, ça se fait pas de prendre en otage des bouquins qu'on m'a prêtés, donc il faut que je les lise. Voilà à peu près ce que j'ai envie de lire. Il y a quand même des gros bouquins. J'ai envie d'histoires familiales avec Joyce Maynard, avec Alexis Zorba, des histoires un peu initiatiques, rondes de nuit, des trucs un peu... vraiment très intrigants avec des histoires et tout. J'ai envie de cocooning, de réconfort. C'est vrai que la rentrée littéraire ne m'offre pas ce plaisir de lecture. En général, les livres vers lesquels je me tourne sont des livres majoritairement francophones qui font entre 200 et 300 pages et qui sont des petites histoires de littérature blanche, classique, tout ce qu'elle a de plus élitiste en France. Même si j'ai fait d'excellentes découvertes avec cette rentrée littéraire, c'est un mood de lecture qui est assez semblable, peu importe les livres, les maisons d'édition, les auteurs, toutes ces histoires un peu littérature générale sortent au même moment en septembre et on les lit. Et donc là, quand vient l'automne, l'hiver, j'ai envie de choses un peu plus consistantes et peut-être un peu plus... j'ai pas envie de dire plus facile parce que je suis sûr que Joyce Maynard ou Alexis Zorba ou même Sarah Waters, il y a pas d'échelle de comparaison entre ces bouquins de la rentrée littéraire que je lis, hein. Quand je dis la rentrée littéraire, évidemment, je n'ai pas lu les 450 romans, mais voyez le genre de bouquins vers lesquels moi je me tourne. Il n'y a pas d'échelle de valeur, mais c'est des trucs complètement différents. Et j'ai parfois envie de lire de la rentrée littéraire un peu bobo, élitiste, qui se branle le cerveau, et parfois des trucs un peu plus vraiment narratifs, qui racontent une histoire avec des vrais personnages installés, campés, auxquels il arrive des trucs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à la liker, la faire voyager, la partager, la commenter. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.